Allez, c'est parti. Merci. Mesdames, Messieurs le tribunal. Monsieur le Président, dossier numéro 7. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Les faits qui vous sont reprochés sont malheureusement particulièrement banals. Banals parce qu'ils arrivent souvent, c'est ce que je veux dire, monsieur. Les faits qui vous sont reprochés sont graves, mais ils sont banals. Il s'agit de violences conjugales, monsieur. Vous vivez avec votre épouse et votre petite fille. Oui, tout à fait. On parle du moment des faits, hein, monsieur. Oui. Quel âge a cet enfant, monsieur? 2 ans et demi. D'accord, elle a 2 ans et demi. Et il se trouve, monsieur, que vous avez un statut d'adulte handicapé parce que vous présentez de façon habituelle un état dépressif. Vous présentez une fragilité psychologique. Oui. Et il se trouve, monsieur, que votre relation avec votre épouse s'est dégradée. Elle s'est dégradée au point que votre épouse avait le souhait de divorcer. Oui. Et que le jour des faits, elle vous annonce que le lundi, ce seront ses déclarations, elle va déposer une requête en divorce. Et là, visiblement, monsieur, vous vivez très mal ce qu'elle vous annonce. Oui. Et vous commettez des violences sur sa personne. Oui, c'est exact. D'après les déclarations de votre épouse, vous avez disjoncté, ce sont ses propres termes, hein. Vous avez commencé à le taper dessus. 2 coups de poing dans le visage qui l'ont blessé à la lèvre inférieure, 1 coup de poing dans le dos. Et là, monsieur, vous vous saisissez d'un couteau. Oui, c'est exact. Et dans votre énervement, vous gardez quand même une part de lucidité puisque vous plantez dans le bureau ce couteau dans le mur. Tout à fait. Et à ce moment-là, monsieur, vous êtes tellement énervé que vous mettez un coup de pied dans une porte vitrée. Oui, j'ai passé mon pied à travers la... Oui, c'est vrai. Et vous vous blessez gravement. Oui. Gravement, puisque les photos qui sont versées au dossier sont assez parlantes, il y a du sang partout. Alors, votre fille était présente, monsieur, au moment de ces faits? Elle faisait la sieste. 2 ans, monsieur? Pardon? 2 ans. Comment? 2 ans, c'est l'âge de votre fille. Oui, 2 ans et demi. Vous êtes placé sous contrôle judiciaire, monsieur, avec interdiction de rencontrer votre épouse. Oui. Également avec l'obligation de suivre des soins. Oui. Alors, on va reprendre les faits, monsieur. Elle, ce qu'elle déclare, c'est que ce contexte de violence se passe dans le cadre d'une alcoolisation fréquente de votre part. Après avoir suivi des soins, vous êtes replongé, vous avez de nouveau eu des problèmes d'alcoolisme importants, et que c'est dans ce contexte-là, de ce contexte de jalousie, que vous avez commis les faits qui vous sont reprochés. Je comprends pas tout à fait ce que vous voulez me dire. Alors, excusez-moi. Est-ce que, selon vous, c'est parce que vous avez des problèmes d'alcool et que vous êtes jaloux que vous avez commis les faits qui vous sont reprochés? Oui. Problème d'alcool, oui, et jalousie aussi. D'accord. Mais... Qu'est-ce que vous en pensez? La jalousie, même pas, non. Même pas? Non. Non? J'avais entièrement confiance en elle, donc... D'accord. Non. Qu'est-ce que vous pensez des faits qui vous sont reprochés, monsieur? Comment vous dire, je les reconnais entièrement, de toute façon. Je vous demande pas si vous les reconnaissez, je vous demande ce que vous en pensez, monsieur. Ah, ce que j'en pense? Je sais pas comment vous l'expliquer. Ce que je pense de me faire reprocher... Alors, je vais vous reposer la question, monsieur. à Qu'est-ce que vous pensez du fait de taper sur son épouse à coups de poing et la blesser, alors que votre enfant est dans le même appartement? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Que je vous dise que c'est un coup de folie, n'importe quoi j'ai fait ce jour-là. J'ai fait n'importe quoi. Et je le regrette beaucoup. Pourquoi, monsieur, est-ce que vous le regrettez? Parce que je lui ai fait du mal, quand même. Eh oui. Et on serait toujours mariés s'il n'y avait pas eu ce déclencheur. Vous pensez que c'est aussi simple que ça? Parce qu'elle, elle a l'intention de divorcer visiblement, et d'après ses déclarations, avant même que vous la battiez, monsieur. Bon, ça... Bon. Visiblement, monsieur, elle en a assez que vous alcoolisiez. C'est ce qu'elle déclare, hein, monsieur. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait, oui.
Ça pose problème quand même, monsieur. Alors aujourd'hui, moi je vous pose des questions, Oui. vous prenez toujours le temps de la réflexion. J'ai parfois l'impression que mes questions ne sont pas forcément comprises. Vous prenez le temps de la réflexion pour répondre, j'entends bien, mais je n'ai absolument pas le sentiment Oui. que vous compreniez ce qui vous est reproché, monsieur. Oh, si. Je Ah bon? comprends. Oui. Parce que c'est pas anodin. Enfin, les violences qui vous sont reprochées, monsieur, elles sont pas anodines, elles sont importantes. Très clairement. Vous passez devant le procureur de la République qui vous dit qu'il va saisir le juge des libertés à la détention. Vous passez devant le juge des libertés à la détention. On vous dit, monsieur, vous êtes placé sous contrôle judiciaire, vous avez l'interdiction de vous rendre au domicile de votre épouse. Oui. D'accord? Et vous continuez à vous rendre à son domicile en lui disant que vous vous foutez, c'est le terme que vous employez, des services de police et des obligations qui vous sont faites. Vous avez un double des clés. Enfin, je veux dire, moi je me mets à sa place, monsieur, hein, j'essaie de comprendre un petit peu. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle peut être effrayée après ce qu'elle a subi? Je veux dire, si le juge de liberté à la détention vous a fait interdiction de la rencontrer, c'est qu'il y a des raisons, vous ne croyez pas, monsieur? Si. Alors pourquoi vous le faites? Parce que je l'aime toujours un peu. Voilà. Pardon? Je l'aime toujours encore. Enfin, je l'aimais toujours encore. Monsieur, il va falloir que vous expliquiez au tribunal m'a- quelque chose qui est toujours extrêmement surprenant dans ces affaires de violence conjugale. Oui. Comment on peut aimer quelqu'un et lui taper dessus? Parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas, monsieur. Il faut que vous me l'expliquiez. Je vous écoute, monsieur, parce que je suis... Tout simplement parce que c'est l'alcool qui m'a fait ça. Non, monsieur, l'alcool vous a mis dans un état où vous ne contrôlez pas Les forcément gestes. tout, mais c'est vous qui l'avez frappé, monsieur, votre épouse. Bien sûr, oui. Oui. Et vous étiez à 0,67 quand vous l'avez tapé, donc vous n'étiez pas, quand vous l'avez frappé, vous n'étiez pas ivre-mort, monsieur. Donc on peut imaginer que vous étiez encore maître. J'avais pris des cachets aussi, donc Voilà, c'est ce qui m'a fait paf dans ma tête. D'accord. Vous êtes encore sous traitement actuellement, monsieur? Oui, oui, toujours. C'est ce qui explique sans doute votre élocution et ce temps de latence. Oui, D'accord. L'alcool, vous en êtes où aujourd'hui? 0. Fini. Alors, ce qui est très surprenant, monsieur, dans les faits qui vous sont reprochés aujourd'hui, hein, c'est leur violence. Je crois qu'on peut parler de la violence des faits qui vous sont reprochés, mais de la violence que vous infligez aussi en tapant véritablement fortement dans cette porte, hein, au point de vous faire vraiment très mal. Qu'est-ce que vous avez eu comme... Ça a été jusqu'à l'artère. D'accord, oui. Vous avez bien tapé, oui. Alors, ce que je disais, monsieur, c'est qu'il y a quelque chose de surprenant entre la violence des faits qui vous sont reprochés, le non-respect de de l'interdiction de rencontrer la victime, Oui. et puis le fait que vous respectiez à la lettre, comme rarement on peut le rencontrer quand même. Hein. Enfin, je veux dire, ce contrôle judiciaire est particulièrement bien respecté. Le rapport qui a été fait est particulièrement élogieux, hein, notamment le rapport médical. Hein. On dit que vous jouez véritablement le jeu, que vous respectez les obligations qui sont les vôtres. Donc comment vous expliquez ça, monsieur? À la fois cette violence et ce respect des obligations, comment vous l'expliquez? Vous comprenez ma question? Oui, j'ai compris votre question, oui. Mais c'est pas facile à... Comment je peux vous expliquer ça? Moi, On dirait que vous avez deux Là, visages, je monsieur. suis un peu perdu. D'accord. Là... Des questions à poser à... Oui, à la suite du rappel de vos obligations par le commissariat, Oui. Fin décembre, vous êtes allé vous-même vous faire hospitaliser à Sainte-Anne. Vous êtes resté Oui. combien de temps hospitalisé? Une semaine. D'accord. Et après, vous êtes sorti. Oui, oui. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez été hospitalisé, monsieur, à cette période-là? Reprise d'alcool. Donc j'ai été me faire hospitaliser de moi-même, quoi, parce que je voyais que ça allait pas. D'accord. Donc j'ai préféré retourner à Sainte-Anne et me faire un sevrage, essayer de parler avec des psychiatres pour être mieux, quoi, me sentir mieux. Très bien. Pas d'autres questions à poser? Pas d'autres questions. Alors, je vous invite à vous asseoir, monsieur. Je précise... Oui. Asseyez-vous là, monsieur, s'il vous plaît. Je précise que votre casier judiciaire porte trace de 2 condamnations. L'une, en avril 2000, le tribunal correctionnel 1 mois d'emprisonnement avec sursis, suspension de permis de conduire pendant 1 an Oui. pour une conduite sous empire alcoolique et un délit de fuite.
après accident. Et 12 février 2009, tribunal correctionnel de Mont 70 € d'amende, une suspension de permis de conduire pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Oui. Donc vous n'avez jamais été condamné pour des faits de violence, monsieur? Je n'ai jamais été condamné pour des faits de violence. C'est ça. Non. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu... Pas de souci. Je suis un peu impressionné en plus. Maître, vous avez la parole. Oui, je me constitue partie civile pour madame effectivement parce que son époux doit aujourd'hui entendre la souffrance qu'il a fait infliger à leur fille et à elle-même. Mais il l'a dit lui-même à la barre et je crois comprendre qu'il en est conscient. C'est vrai que ce soir-là, les faits ont été extrêmement difficiles à supporter. Et c'est vrai que la petite, qui est une petite fille de 2 ans et demi, a également dû ensuite être prise en charge et suivie parce que lorsqu'elle s'est réveillée et qu'elle a vu cette quantité de sang incroyable dans l'appartement, il y a eu également un choc terrible pour cet enfant. Ça, il faut qu'il l'entende pour elle, pour sa fille, mais également pour lui-même, parce qu'il faut surtout qu'il aille au bout, cette fois-ci, de sa thérapie, qu'il arrive à se sortir de cette maladie, de cet alcoolisme, parce que sinon, il ne pourra jamais, jamais plus recréer une relation affective avec quiconque. Parce qu'il a raison, le divorce est intervenu juste après les faits. Son épouse a dit, à juste titre, « Stop, j'en peux plus, j'arrête et je demande le divorce ». Ceci étant, aujourd'hui, je me contenterai de vous demander un euro symbolique au titre du préjudice moral. Pourquoi ? Parce qu'elle lui en veut, bien sûr qu'elle lui en veut pour ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait est inadmissible, mais elle sait aussi qu'il se débat lui-même dans une problématique, dans une souffrance, et que tant qu'il ne se sera pas sorti lui-même de ça, eh bien, il y aura effectivement des phénomènes où il ne sera pas lui-même. Alors, la seule chose, moi, que je peux vous demander aujourd'hui, c'est cet euro symbolique, mais surtout que dans votre décision, eh bien, il y ait une obligation de soins, parce que, au-delà de tout le reste, il faut absolument qu'il aille au bout de sa thérapie, parce que souvent, il y a des périodes comme ça où il va mieux, où il se soigne un peu, puis il a l'impression que ça va mieux, alors il arrête et on se retrouve toujours au point zéro. Pour information, la procédure est en cours. Je vais assigner monsieur en divorce. Il ne devrait pas y avoir de difficulté sur cette procédure de divorce. Voilà quelles étaient mes explications. Le tribunal vous remercie, maître Mathieu Dumont. Pas de demande outil sur l'article 475 du Code de procédure pénale. Non, je plaide au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et monsieur n'a absolument aucune possibilité financière. Très bien. Merci, maître Mathieu Dumont. Madame le procureur de la République, vous avez la parole pour vos réquisitions. Oui, monsieur le Président, il est 17h lorsque les services de police sont appelés pour intervenir au domicile des époux. Et c'est vrai que lorsqu'ils interviennent, eh bien, ils constatent tout de suite qu'il y a eu un épisode important de violence. Il y a du sang partout. Partout, ils vont découvrir monsieur enfermé dans les toilettes, très alcoolisé. Il va souffler, il va y avoir évidemment le taux d'alcoolémie qui va vous être indiqué, donc plus d'1,20 g d'alcool dans le sang. C'est un taux très important pour 17h de l'après-midi. Hein. Le repas ne vient pas de se passer. On a affaire à quelqu'un qui est alcoolique, qui boit régulièrement, et sa femme va le dire, elle n'en peut plus. Et une fois de plus, ce jour-là, la dispute, elle part de là. Les circonstances aggravantes, elles sont partout dans ce dossier. Madame, elle n'est pas blessée, elle a 0 jours, ce qu'on appelle 0 jours d'incapacité totale de travail, c'est-à-dire elle n'est pas blessée. Mais si elle avait eu ne serait-ce qu'une petite blessure, une journée d'incapacité totale de travail, on a quoi ? C'est son épouse, ses premières circonstances aggravantes. On a le couteau, on a l'alcool, on a tout ça. L'alcool, c'est une circonstance aggravante. La loi, elle prévoit, parce qu'elle sait très bien, le législateur sait très bien que quand on est sous l'emprise de l'alcool, on va être plus violent, on va avoir moins de limites. Le fait de s'alcooliser volontairement, sciemment, même si on est malade alcoolique, eh bien, c'est une circonstance aggravante parce qu'on est capable de commettre ce genre de violence. Voilà. L'arme utilisée pour menacer, même si après on la plante dans la table, c'est une circonstance aggravante aussi. C'est inadmissible. Et évidemment, les violences physiques contre son épouse, ces coups de poing, c'est véritablement inacceptable. Et quand on prétend aimer quelqu'un, eh bien, on ne se comporte pas de la sorte, même s'il y a une annonce qui est difficile à digérer, même si, oui, quand on est en couple, eh bien, des disputes, des cas où on n'est pas d'accord sur tout, c'est forcément
malheureusement, ça arrive et on doit être capable de se maîtriser. Je vous demanderai de prononcer la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve en totalité. Je pense que monsieur est bien conscient qu'il a frisé la prison, notamment pour le non-respect de son contrôle judiciaire, mais son attitude aussitôt après sa sortie des services de police me font aujourd'hui ne pas demander d'emprisonnement ferme. 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve comportant cette obligation de soins. Pas d'interdiction d'entrer en contact, la victime ne le sollicite pas. Je ne pense pas que ce soit une demande de sa part. Le tribunal vous remercie, madame le procureur de la République. Maître... Oui, Monsieur le Président, vous l'avez précisé, nous sommes devant vous aujourd'hui pour une affaire banale de par ses faits, mais une affaire banale dont les conséquences sont une nouvelle fois dramatiques. Alors, nous savons tous combien il est difficile aujourd'hui d'aborder le problème du sevrage de l'alcool pour un sujet dépendant. En tout état de cause, j'insiste sur le fait que monsieur n'est pas une mauvaise personne, n'est pas un mauvais personnage. Alors, son histoire, c'est simple, et cela d'ailleurs ressort des paroles, des dires du psychiatre. Son histoire, c'est 25 ans d'alcoolisation, c'est 25 ans, comme le psychiatre peut le souligner, 25 ans de parcours institutionnel, c'est-à-dire des cures de sevrage, des tentatives de suicide, une dépression. Il rencontre sa première femme et nous rentrons dans un projet qui est normal, qui se normalise, qui est concret. Un premier mariage, un enfant, une maison. Puis, monsieur replonge une nouvelle fois dans dans son problème qui est récurrent dans l'alcoolisme, et à partir de ce moment-là, c'est une vie beaucoup plus marginale qui s'installe. Alors, il est admis une nouvelle fois en cure de sevrage au sein de la clinique Sainte-Anne. Il rencontre sa femme actuelle, et là, qu'est-ce qu'il se passe? Il recraque une nouvelle fois, et quand je vous dis que c'est une spirale infernale, c'est une spirale parce que c'est une détresse familiale, parce qu'il n'a plus de rapport avec sa famille, et cela ressort également de la procédure. Son passé, qu'est-ce que ça a été? Ça a été des humiliations répétées de la part de son père, des violences sur sa mère, également sur lui-même, et sur la fratrie. Détresse également professionnelle parce qu'il perd son emploi, et ce sont simplement des petites missions d'intérim, donc une situation relativement précaire. Aujourd'hui, je crois qu'il semble être en mesure de faire son deuil sur son ancienne relation. Il est bien évident, Monsieur le Président, qu'une incarcération mettrait en néant les efforts que monsieur a entrepris aujourd'hui. Sur le quantum de la peine, je m'en remets à la sagesse de votre tribunal, compte tenu des éléments et des pièces que je verse au débat. Merci, maître Lacour. Monsieur, vous venez à la barre, s'il vous plaît. Souhaitez-vous ajouter quelque chose, monsieur? Non. Alors, monsieur, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, vous condamne à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant un délai de 3 ans et une obligation de soins. Je vais y revenir, monsieur. Le tribunal reçoit la conscience de partie civile de madame vous condamne, monsieur, à lui payer la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral. Vous êtes donc condamné, monsieur, à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de soins. Ça veut dire, monsieur, qu'à compter de ce jour et pour une durée de 3 ans, vous allez être suivi par un juge d'application des peines et par un travailleur social. D'accord? Pendant ce délai de 3 ans, monsieur, vous aurez au-dessus de la tête 5 mois d'emprisonnement. Vous n'avez pas envie d'aller en prison, je suppose, monsieur? Pas du tout. Vous devrez respecter un certain nombre d'obligations, je vais vous les lire et vous allez écouter, monsieur. Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social qui sera désigné pour vous suivre. Je vais vous en donner une copie de ce que je suis en train de vous dire. Prévenir le travailleur social de vos changements d'emploi ou de vos changements de situation professionnelle, monsieur. Prévenir le travailleur social de vos changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte à votre retour. C'est très simple, monsieur. Si vous devez partir dans un autre département, vous devez le signaler au travailleur social. Si vous partez à l'étranger, monsieur, vous demandez l'autorisation du juge d'application des peines. Et vous avez, monsieur, une obligation de soins. Donc, auprès de ce travailleur social et de ce juge d'application des peines, vous devrez justifier du fait que vous suivez des soins. Ça pendant 3 ans. D'accord, monsieur? Très bien. Est-ce que c'est compris, monsieur?
tout est compris, c'est parfait. Je vous remercie, monsieur. On va Merci. vous remettre une copie.